Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, ça fait sincèrement plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Avant de commencer cette petite action, je compte sur vous les amis. Likez la vidéo, likez un max les vidéos, c'est très important pour la visibilité de la chaîne. Et sur cette vidéo les amis, on va parler du député de la France Insoumise, Manuel Bompard, qui explique que Marine Le Pen ose se comparer à Martin Luther King alors que ses dirigeants de son parti ont été condamnés pour incitation à la haine raciale. Elle se présente comme une victime alors qu'elle s'est rendue coupable de faits extrêmement graves de détournement d'argent. Marine Le Pen qui a tenu à envoyer un message simple aux Français. Comme vous mes amis, nous sommes de ceux qui ne se résignent pas, qui ne s'inclinent pas, qui n'abdiquent pas, et que chacun soit rassuré. Je ne lâcherai rien. Ah, heureusement qu'elle va rien lâcher, sinon elle pourra pas être présidente, vous le pensez bien. Par contre, ce qui me fait marrer, c'est les petits comiques qui applaudissent pour ça, hein, en fait. Ils ont pas compris. Elle vous a fait les fouilles, les amis. À vous aussi, vous qui votez pour elle. Bref, si t'as pas compris, c'est que t'as rien compris. On continue. Vous saluez sa détermination? Non, je trouve ça incroyable, c'est-à-dire que depuis le début de la semaine dernière, Marine Le Pen et le Rassemblement National essayent de se faire passer pour des victimes, alors qu'il y a une décision de justice qui les a reconnus coupables, et qu'on parle de détournement de fonds publics, qu'on parle manifestement, pour dire quand même la gravité de ce dont on est en train de parler, d'assistants qui étaient censés travailler au Parlement européen, et qui n'avaient même pas connaissance du député avec lequel ils étaient censés travailler. Je pense que tout le monde l'a vu, c'est quand même édifiant. Vous avez une pièce d'un aujourd'hui député national, Monsieur Odoul, qui demande s'il peut faire la connaissance du député européen pour lequel il est censé travailler 3 mois après. Elle continue de parler de décision politique quand elle évoque sa conjointe, de persécution des opposants, de criminalisation. Moi, je n'accepterai pas le discours de Madame Le Pen qui essaye de se faire passer pour une victime alors qu'elle s'est rendue coupable de faits qui sont des faits extrêmement graves. Maintenant, il y a une procédure d'appel puisqu'elle a fait appel. On a appris la semaine dernière que cet appel va avoir lieu l'année prochaine. Donc je vois pas de quoi elle continue à se plaindre aujourd'hui. Et le parallèle avec Martin Luther King qu'elle a dressé. J'ai trouvé ça alors vraiment scandaleux. Je rappelle que Martin Luther King était une personne en particulier engagée dans la lutte contre le racisme, et voir Madame Le Pen à la tête d'un parti dans lequel un certain nombre de dirigeants ont été condamnés pour incitation à la haine raciale venir en quelque sorte se remaquiller sous les traits de Martin Luther King, j'ai trouvé ça mais d'une indécence crasse, pour le dire franchement. Donc je pense que Madame Le Pen, il faut qu'elle arrête de se faire passer pour une victime, et je pense que ses électrices et ses électeurs, dont j'entends certains parfois dire le Rassemblement National, on est les seuls à être différents des autres, je pense qu'ils devraient comprendre que Marine Le Pen, c'est pas comme elle le disait, et comme le Front National le disait il y a quelques années, tête haute, main propre, c'était ça le slogan de Jean-Marie Le Pen. Je pense que tout le monde a compris maintenant qu'ils ont les mains bien sales. Et là les amis, vous allez voir sur RMC une histoire fantastique, mais vraiment fantastique. On a Lionel Olivier, maire de Clermont-de-Loise, qui explique: j'ai 5 barbier shops pour 10 000 habitants et 5 kebabs. 3 petits points. Pas sûr que ce soit viable au niveau économique. Et c'est quoi le problème en fait? C'est quoi le problème à votre avis? Voilà. Il va pas viser en fait, il va pas viser les restaurants, il va pas viser McDonald's, il va pas viser, non. Il va viser toujours les mêmes. C'est qui tiennent les kebabs en France? La plupart du temps. C'est des Turcs, on est bien d'accord, hein. Les Turcs sont des musulmans pour la plupart. Et des chrétiens bien sûr. Et les barbershops, c'est quoi à votre avis? Quand il dit 5 barbershops, ici, ça signifie quoi en fait? Ça signifie qui? Ça signifie, encore une nouvelle fois, les barbershops de quartier. Bien sûr, les coiffeurs qui vous rincent les amis, les coiffeurs à 40 balles la coiffure, ah ça, y a pas de souci, hein, ça dérange pas. Par contre les barbers, les barbeurs de quartier, bien sûr, il visera la même communauté. Les barbers qui font des coupes à 10 € et qui brûlent la clientèle des autres, ça dérange. C'est dingue les amis, c'est vraiment dingue. 5 barbershops pour 10 000 habitants, j'ai à peu près, 5 kebabs également, et effectivement, j'ai pas la main. C'est-à-dire que ce sont les propriétaires des murs qui choisissent les commerçants en question, et à un moment donné, il faut avoir des commerces divers et variés. Il n'y a pas simplement à avoir que des kebabs ou des barbershops. Donc c'est pour ça que... Je m'arrête sur cette info, Lionel Olivier. S'il y a tous ces kebabs et ces barbershops qui ouvrent, c'est pourquoi? C'est parce qu'il y a une vraie demande de vos habitants, il y a une vraie demande en kebab et en barbershop spécifique. Enfin, c'est la loi du marché, vous voyez ce que je veux dire? Si ces commerces ouvrent, c'est que ça marche. Oui, mais écoutez, je pense que d'avoir 5 barbershops, par exemple, pour une ville, comme je vous dis, de 10 000 habitants, à un moment donné, je suis pas forcément sûr qu'il y ait une viabilité au niveau économique. Ça m'arrive quand même de me promener dans la ville et je peux pas dire qu'il y a énormément de clients.
alors, voilà, je vais vous poser la question différemment, parce que c'est ce que j'ai entendu ce matin. On sait chez certains auditeurs qui nous disent que c'est le même constat partout en France, et certains de ces commerces, c'est uniquement pour blanchir de l'argent, Lionel. Et voilà, on y est les amis, on y est. C'est simple comme bonjour. Alors maintenant, tous les coiffeurs qui seraient, entre guillemets, maghrébins, hein, les coiffeurs de quartier, voilà, ça blanchirait de l'argent. C'est dingue les amis, c'est vraiment dingue. Il nous explique, grosso merdo, qu'il a 10 000 habitants et que les 5 coiffeurs c'est trop. Mais si les coiffeurs sont encore actuellement dans ta ville, c'est que ça marche. C'est que ça marche. C'est que la population y va. Sinon, ça fait bien longtemps qu'ils auraient fermé. Et il préfère quoi en fait, ce monsieur, ce maire en carton? Qu'à la place des barbershops, il y ait rien. Parce que je vous le dis, moi, dans ma ville, un par un, les magasins ferment. Un par un. Parce que, économiquement parlant, il n'y a plus rien en France. Il n'y a plus rien à faire. Les gens ont plus d'argent. Du coup, ils peuvent plus se faire un restaurant. Ils peuvent plus aller au bar comme ils allaient avant. Ils peuvent plus se faire plaisir comme ils faisaient avant. Vous voyez ce que je veux dire? Et lui, il serait pas content parce que tu as des boutiques. Style, un maghrébin qui aurait ouvert dans sa ville. C'est gravissime. Moi, je vais pas m'avancer sur ce terrain-là, si vous voulez. Moi, j'essaye d'être positif et de lutter contre, finalement, la fatalité. Bon, qu'il y ait peut-être du trafic de drogue sur la commune, bon, je suis pas non plus un bisounours, ça doit très certainement exister, il n'y a pas de souci. Mais moi, ce qui m'intéresse, si vous voulez, c'est effectivement de maintenir à tout prix des commerçants locaux, commerces de qualité, et qui est une diversité, qui est effectivement des barbershops, mais peut-être pas en nombre aussi conséquent, qui est également des kebabs idem, mais qui est aussi, pourquoi pas, une librairie, qui est, parce que j'ai un projet par exemple... Mais alors, non mais justement, j'aimerais comprendre, Lionel Olivier, explique-nous comment vous comptez vous y prendre. C'est la mairie qui va ouvrir des commerces, comment vous faites là? Alors, je l'ai déjà fait, j'ai déjà acheté 2 immeubles, j'ai mis dans le premier effectivement ce qu'on appelle une boutique partagée, donc avec des artisans qui viennent vendre le produit, mais qui n'auraient pas de toute façon la possibilité économiquement de pouvoir louer justement un local commercial. Et puis j'ai acheté un deuxième immeuble où il y avait une charcuterie et que j'ai effectivement travaillé, acheté, où on a fait effectivement des travaux. Et puis je la loue à une jeune femme qui est dans l'épicerie bio et qui fait également de la vente en vrac. Et puis ça marche. Donc voilà, c'est donner un coup de pouce. C'est acheter effectivement, et là il y a potentiellement 3 immeubles qui sont susceptibles d'être vendus. Eh bien, j'ai prévu effectivement une somme d'argent sur le budget communal, puisqu'on vient de voter le budget là il y a la semaine dernière. J'ai prévu 300 000 € pour pouvoir effectivement, acheter ces immeubles, si potentiellement je peux les acheter, les rénover. Mais moi j'ai juste une question à poser en fait. Un maire, ça se fait autant en fait? Ça se fait autant? Franchement, le mec il nous explique là, ça fait 5 minutes, voire même 10 minutes, que le monsieur il a acheté des immeubles, il a acheté des maisons, il a acheté des coiffeurs. L'argent tu l'as trouvé où? L'argent tu l'as trouvé où? C'est la question qu'on a envie de te poser. Et là les amis, on va se tourner vers Charles Gave, qui va étaler la vérité en nous expliquant qu'il faut reconnaître que militairement, la Russie est beaucoup plus puissante que les États-Unis. Au pouvoir, les États-Unis étaient en train de perdre une guerre. Vous me direz, ça leur arrive tout le temps, ils n'en ont pas gagné une depuis la guerre de Corée, qui était un match nul, mais ils ont perdu la guerre en Ukraine, je crois que tout le monde est d'accord là-dessus. Et pour la première fois, il y a quelque chose qui s'est passé d'extraordinaire, c'est qu'ils ont perdu cette guerre parce que leur armement était inférieur. Et ça, c'est ce qu'on ne dit absolument pas. Ce qu'ils s'est rendu compte, c'est que l'armement des Russes était bien meilleur que l'armement des Américains. Dans l'artillerie, dans les drones, dans les hypersoniques. C'est-à-dire que les Russes ont aujourd'hui des hypersoniques, des missiles, qui vont à 10 fois la vitesse du son et qui peuvent vous couler les 12 porte-avions américains en 5 minutes. C'est-à-dire que les États-Unis ont perdu le leadership militaire et qu'ils ne peuvent plus protéger les autres. Et c'est ce qu'a dit en toutes lettres Vance à Munich. Il a dit, les gars, on peut plus vous protéger, démerdez-vous. On peut plus vous protéger, on n'a plus la capacité militaire de vous protéger. Donc abandon en race campagne de l'OTAN. Ça me paraît déjà un truc assez important, mais ils ne peuvent pas faire autrement. La deuxième chose qui se passe, dont on parle assez peu, c'est que cette guerre a amené la Russie à vendre son pétrole aux Indiens en roupies. Ils ont cassé le monopole de paiement du pétrole en dollars qui existait depuis 1947, l'accord entre l'Arabie Saoudite et les États-Unis sur le destroyer américain. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que maintenant, le mode de dollar n'est plus monnaie de réserve. Tout le monde avait besoin de dollars dans ses réserves de change, pour une raison très simple, c'est que vous n'avez pas besoin d'acheter des produits aux États-Unis, ils font pas grand-chose, mais vous aviez besoin d'acheter de l'énergie. Donc vous étiez obligé d'avoir des dollars pour acheter de l'énergie. Le deal des Américains, c'est vous me vendez une bagnole, je vous donne un papier vert, et avec ce papier vert, vous pouvez aller acheter de l'énergie à l'Arabie Saoudite. C'est fini. Le privilège impérial des États-Unis est fini.
Ils ne peuvent plus financer leur déficit budgétaire par leur déficit extérieur. Et vous vous rappelez quand il nous expliquait que Poutine était malade? On a tout entendu, hein, les amis, on a vraiment tout entendu. La Russie est sous-armée. J'ai même entendu la Russie se bat avec des trottinettes. Voilà ce qui se passe, les amis. Voilà ce qui se passe. Quand la Russie met bouchée double. Militairement parlant, on fait pas le poids. Moi, je le savais. Je vous le disais depuis le début. Il y en a, ils m'insultaient sur les réseaux sociaux. Ils m'insultaient. Je vous le disais depuis le début. Vous pensez qu'on se bat avec qui? Et là, je vais vous faire montrer une vidéo assez impressionnante. Un musulman a fait remarquer que certaines pizzas de la marque Carrefour ne sont pas conformes aux règles alimentaires halal. Il estime que l'enseigne devrait indiquer clairement sur l'emballage si la pizza contient du porc. Quel est votre avis sur cette suggestion? J'aimerais bien savoir. Là, je suis chez Carrefour et comme vous voyez, je voulais prendre des pizzas et regardez, je tombe sur cette pizza là, c'est une dinguerie. Chèvre, miel, lardon. Je vous dis, vas-y, je vais quand même vérifier parce que c'est bizarre. Je me retourne, on regarde les ingrédients. Regardez là, poitrine de porc. Et c'est indiqué nulle part sur la pizza. Il y a juste, mais du coup. Non, mais là, c'est marqué. Là, c'est marqué. Déjà, c'est écrit gros lardon. En gros, bon. Après, je sais qu'il y a des lardons entre guillemets, c'est pas du porc. Mais c'est marqué. Si c'est marqué dans les ingrédients, c'est bon pour moi. Moi, personnellement. J'aimerais bien savoir votre avis, mais bon. Pour moi, c'est validé. On le voit pas trop. Juste écrit là. Mais vous voyez, par exemple, là, on le voit pas du tout. Contient du porc, c'est écrit là, genre. Contient du porc. Mais c'est écrit en petit et on voit pas, et on remarque pas comme il y a plein d'étiquettes bleues, des étiquettes rouges et tout. Tu vois, tu fais pas attention. Faites gaffe, les gars. Ça, là, c'est pas halal. Surtout que juste là, il y a un rayon de porc, justement. Fait spécialement avec du porc et tout. Donc, normalement. Non, je suis désolé. Non, on peut pas marcher comme ça, les amis. On peut pas marcher comme ça. Vous voulez savoir pourquoi? Parce qu'on est en France, en fait. De base, la France, c'est un pays chrétien. C'est un pays chrétien. C'est comme si en Algérie, on faisait la même chose et on critiquait parce qu'il y avait du halal. Non. Est-ce qu'en Algérie, il y a du cochon? On est d'accord que non. Est-ce que les Français qui sont là-bas, ils critiquent? Ils critiquent pas, on est d'accord sur ça. Faut pas déconner, les amis. Faut vraiment pas déconner sur ça. Parce que déjà, on est montré du doigt matin, midi et soir. Si on a des personnes comme ça qui nous affichent sur les réseaux sociaux en expliquant que la pizza, faudrait marquer plus en gros, il y a du porc, non. Le temps que c'est marqué, excusez-moi, ça devrait être validé. C'est simple comme bonjour. Et critiquer tout ça parce qu'il y a des rayons de porc, mais c'est normal, on est en France. Tu vends des trucs au porc, bah, tu vas dans ce rayon-là, genre tu n'es pas dans le rayon avec tous les autres rayons. Franchement, je suis choqué de ouf. C'est de dingue de faire ça, surtout quand on connaît le nombre d'alphabets dans ce pays. Donc, ils savent pas lire, qu'ils vont pas faire attention et tout. C'est une dinguerie. Et là, les amis, on va parler un peu de Darius Rochebin, qui va poser une question. Faut-il arrêter Poutine s'il met un pied en Europe? On lui répond oui. Et Netanyahou, on lui répond oui. C'est le traité de Rome. Netanyahou, reçu en Hongrie, ou Poutine un jour présent à une négociation sur le sol de l'Union européenne. La Commission européenne prenait position sur le cas Calas. Il y a un mandat d'arrêt international de la Cour pénale internationale contre Vladimir Poutine. Est-ce que tout pays de l'Europe doit l'appliquer si M. Poutine met un pied en Europe? Tous les pays européens sont signataires du traité de Rome. C'est la base. Donc il faut suivre le traité de Rome. Donc, il faut l'arrêter. Oui. Ouais. Même question pour Benjamin Netanyahou. Lui aussi est sous le coup d'un mandat d'arrêt international. S'il met un pied en Europe, est-ce qu'il doit être arrêté? Oui, c'est aussi le traité de Rome. Tous les pays qui en sont signataires doivent le respecter. Donc, s'il est à Paris, par exemple, il doit être arrêté. À la fin, tous les pays doivent décider par eux-mêmes. Mais en principe, ils doivent suivre le traité qu'ils ont signé. Sur ce, les amis, merci de m'avoir suivi, c'était tout pour aujourd'hui. Avant de finir cette petite réaction, merci à tous les abonnés, tous ceux qui me regardent, tous ceux qui participent à faire évoluer la chaîne. Sur ce, les amis, à la prochaine vidéo.